Le 7 octobre, par la haute marche. Parfois, je quittais les forêts pour 3 ou 4 kilomètres de marche sur la route, entre 2 écheveaux de chemin noir. Les automobilistes faisaient un signe de la main, comme pour épousseter une saleté sur la route. Ou pire, ils klaxonnaient. C'était injuste, car le moteur à explosion n'avait installé sa suprématie sur la marche à pied que depuis une date récente. Aussi, le piéton aurait-il dû jouir de la préséance historique. Dans les granges, les ballots de foin étaient déjà rangés pour l'hiver. Ils s'alignaient en blondes et grasses roues. Ils me faisaient rêver à des festins de pâtisseries orientales. À Mourzine, je dormis furtivement sur les marches de l'église avant de chercher un bistrot où me jeter un viandox, puisque je n'avais plus le droit de me fouetter les attelages à coups de schnapps. Adieu la mousse, adieu le vin, ma vie à l'eau. Dans les bars dont je poussais la porte, les habitués me dévisageaient, jamais hostiles, mais trahissant un léger étonnement. Était-ce ma gueule en biais, mon accoutrement? J'étais le type qui demandait un bouillon avec son sac à dos, sa bouche de travers et ses bâtons de marche, le touriste, en somme. Et lorsque j'annonçais être de Paris, au monsieur devant sa bière qui me posait la question, je sentais le vieux sarcasme paysan pour le citadin que celui-ci lui rendait souvent en mépris. Alors je regrettais ces jours de Toscane en compagnie de la baronne Béatrice von Rezzori, propriétaire d'une exploitation d'oliviers au nord de Florence. Une fois, j'avais emmené Béatrice en auto jusqu'au pressoir du village où venait l'heure de passer à la machine les tonnes d'olives de Santa Maddalena. Béatrice, très au fait de sa production d'huile, surveillait les étapes et se trouvait aussi à l'aise au milieu des paysans à 11 heures du soir qu'elle devait l'être à la table des ambassadeurs. Ce dont j'étais témoin dans l'odeur doucereuse des filets aurifères, c'était ce cousinage entre les princes de la vie et les paysans de la terre, cette fraternité d'enluminure pas encore fracturée par la lutte sociale. Un rêve romantique, en somme. Le 9 octobre, dans la Creuse. À grands pas sous le ciel qui s'ouvrait. J'avais contracté une habitude, instaurée en rituel, et que je recommande à tout marcheur détailli. En déboulant devant un pré bordé par une forêt, je gueulais ce cri de ralliement destiné à un dernier carré. « Qui guette à la lisière ?» Et parfois, je débusquais un chevreuil apeuré, un faisan, un lièvre ou un échassier qui décollait malhabilement, preuve que mon appel n'était pas vain et que le royaume était encore gardé, encésoré, par des sentinelles vaillantes. Les lisières sont des remparts entre les empires. Je traversais Herat, charmant hameau peuplé de Hollandais occupés à fleurir des balcons. J'avais tenu Herat pour le nom d'une cité de l'ouest de l'Afghanistan, où des femmes s'étaient immolées par le feu afin d'échapper à l'enfer coranique. Je me dis que la toponymie était une science étrange, distribuant le même nom à des lieux dits charmants et des cités maudites. Raisonnons mieux. Peut-être étaient-ce les hommes qui ne mettaient pas la même grâce à se créer les conditions du bonheur selon la loi qu'ils se choisissaient. Un homme en chapeau de paille me salua de son jardin. Il était d'Amsterdam. On s'installe ici car il n'y a plus personne. Il reste dans le village une vieille dame abandonnée à qui nous faisons la cuisine. Quelle leçon! Ces protestants du Nord trouvaient le moyen d'appliquer les vertus de la social-démocratie aux confins de leur retraite. Leur programme aurait pu s'intituler « Humanitaire et résidence secondaire ». Les forêts se doraient, que le sorbier ponctuait de rouge. Les pommiers croulaient sous les fruits. Leurs contours japonisaient la rousseur des orées. Le vent arrachait des paillettes aux arbres des fossés. Elles tombaient en copeaux, motif de Klimt. J'aurais donné un doigt de pied pour cheminer de concert avec un professeur de l'école du Louvre qui m'aurait dispensé à chaque coup d'œil un cours d'histoire de la peinture du paysage. Pourquoi les peintres européens avaient-ils mis si longtemps à quitter leurs ateliers pour planter les chevalets dans les paysages? Pourquoi avaient-ils tardé à convier le monde dans leurs œuvres? Il est probable que recevoir dans sa soupente de jolis modèles prêts à poser nus prédispose à rester chez soi. Les motifs religieux avaient longtemps été les seuls autorisés par le pouvoir. L'homme médiéval appartenait à Dieu. La peinture exprimait le sacré.
la Renaissance avait libéré l'inspiration. Les Flamands avaient peint leur campagne. Bruegel avait fait des patineurs et des petits canards le sujet de ses toiles. Avant lui, certains artistes avaient tout de même contourné les impératifs de l'Église, en inventant la veduta. Ils ménageaient dans une scène sacrée une fenêtre par laquelle se déployait une perspective sauvage. Des vierges à l'enfant se trouvaient assises sous des croisées, dans l'enchassure desquelles serpentaient des rivières. Un maître de la Renaissance italienne, Berardino Luini, avait représenté côte à côte la Vierge Marie et Sainte Élisabeth, tenant respectivement sur leurs genoux un énorme enfant Jésus et un petit Saint Jean-Baptiste grassouillet. Le groupe se tenait devant une forêt luxuriante dont on entendait presque froufrouter les ramures. J'imaginais que le Christ aurait bien aimé s'échapper avec son camarade pour aller jouer aux Indiens dans les fourrés. Nouveau ressort de la fuite sur les chemins noirs. Échapper aux conventions, passer par la Veduta, rejoindre les forêts dans l'arrière-plan. La cassure que j'attendais arriva à quelques kilomètres au nord du village de Vigoulan. Une dernière pente menait à la pliure du terrain, puis la plaine naissait. L'horizon offrit ses promesses. Le ciel couvrit toute la terre, bienveillant. Je passais du Limousin au centre, de la Creuse à l'Indre. C'en était fini des bastions de granit entaillés par des ravins ombreux où incubaient les présidents de la République. Je m'extrayais du Massif central. Oh, ce n'était pas encore la France royale, la plaine seigneuriale et les chasses giboyeuses de la Loire, mais déjà un Berry plat et béni. Les fronts paysans seraient moins soucieux, la terre moins âpre, la ronce moins vigoureuse et les serpents moins sûrs de leurs droits. À partir de là, j'infléchirais ma route vers le nord-ouest pour viser le Cotentin, quittant la stricte géographie hyper-rurale des rapporteurs gouvernementaux. Si j'avais voulu m'y conformer, j'aurais poussé vers l'Ardenne par l'Allier, la Nièvre et l'Yonne. Trouver les chemins noirs dans une campagne plus modernisée et jacobine compliquait le jeu. Il faudrait mieux scruter les lieux pour y repérer les caches. L'espace ouvert m'éprenait d'une vigueur nouvelle. Le relief déterminait mes humeurs, en vertu d'un phénomène géopsychique. Le 10 octobre, le pays de Bois-Chaud Sud. Donc, la plaine. Les haies disparaissaient. Les champs n'étaient plus clos. Le labyrinthe s'ouvrait sur le cœur de France. Les villages se groupaient et je marchais par de longues allées boisées ou sur les rebords des champs. Des chansons me venaient aux lèvres. Elles avaient mis des mois à se frayer passage dans ma gorge nouée. Le travail paysan dans l'open field imposait l'effort collectif. Dans les pays de bocage, les familles se suffisaient à elles-mêmes. Un sociologue passé maître dans l'enfilage de théories à rebrousse-poil en avait conclu que les systèmes agricoles déterminaient les choix politiques. Il prétendait que le bocage élargissait l'esprit. Les paysans, enfermés toute la journée entre leurs haies, étaient disposés à accueillir l'étranger pour rompre la solitude. Les villageois des champs ouverts, eux, avaient tout à perdre des afflux étrangers. Ceux-ci rêvaient de remparts puisqu'ils n'en avaient point. Ceux-là possédaient une citadelle. Ils pouvaient se permettre de placer la part du pauvre à table et d'attendre sa visite. En somme, on souffrait davantage de la mondialisation dans une plaine que derrière les murets. Les tractoristes s'activaient au semail. Il fallait à ces types une sacrée vie intérieure pour passer des heures à effectuer des allers et retours dans leurs parcelles. Il n'y avait que Schubert, ou était-ce Beethoven, pour croire que les laboureurs étaient gais. Ils étaient profonds, peut-être, mais peigner des kilomètres de sillon, moteur à fond, ne pouvait pas faire de vous un joyeux luron. Ils allaient, en tout cas, suivis de leurs nuages d'oiseaux venus à la moisson des lombrics. On dirait les fous de Bassan dans le sillage des chalutiers, dit Daphné. Ma sœur m'avait rejoint la veille, à la Châtre. Je lui avais promis un train tranquille. Les soirs seraient doux, avais-je dit, l'étape courte et la nuit confortable. Elle pourrait rentrer à Paris dès le lendemain. Je n'ai jamais dormi dehors, m'avait-elle rappelé, quand nous nous étions retrouvés.
On cherchera une clairière agréable, on fera un dîner sur un feu de bois et tu seras mieux que dans le palais des Doges. Au soir venu, peu avant de gagner la butte du château de Lys, nous demandâmes notre route à une vieille dame et la conversation glissa sur l'ancien lavoir du village. J'allais autrefois battre le linge avec les autres femmes, mais il y a les machines à présent. Je retourne presque tous les jours au lavoir pour voir mes souvenirs couler. Avant la tombée du jour, je trouvais la forêt du château. Les arbres offraient un bon refuge, le sol était plat, et je montais la tente de Daphné. Le pain grillait sur le feu, l'air était paisible, tout s'annonçait parfait. Ils attaquèrent à ce moment-là. J'avais passé sans encombre des milliers de nuits dehors sous toutes les latitudes, et la seule que je destinais à ma petite sœur se prit à ressembler à la visite du train fantôme. J'avais fait le feu à l'aplomb d'un nid de frelons. Ils vrombissaient dans le noir, se prenaient dans les cheveux, tournaient une ou deux fois autour de la flamme et venaient griller dans les braises comme les avions zéro des kamikazes japonais s'écrasaient sur les bateaux de l'US Navy dans le Pacifique. Il suffisait de ne pas bouger, mais Daphné préféra courir vers la tente en hurlant. Elle se réfugia dans son sac de couchage où une araignée l'attendait. Des frelons se glissèrent dans le double toit de la tente et les choses devinrent alors extraordinairement incontrôlables. 1 heure plus tard, je crus nécessaire de signaler à ma sœur que les cris dont l'écho résonnait dans les bois n'étaient pas ceux d'une petite fille en robe blanche à demi folle, mais les appels d'une chouette effraie. Le 11 octobre. L'Indre. Les heures passèrent dans les forêts de la zone centrale. Suivre les chemins noirs consistait ici à relier les îlots de la vieille selve gauloise dont il subsistait des récifs heureux. Sous les nefs neigeaient les larmes jaunes. L'air sentait la mousse et le mystère humide. Je croisais des cavaliers, des cervidés et des chasseurs, qu'une science acquise en vue de l'obtention du permis de chasse avait doté de la capacité à ne pas confondre les premiers et les seconds. Entre deux bois, je lançais mes cris d'amour aux vaches et obtenais parfois un long « meuh » en réponse. À Sainte-Sévère, je lus la presse dans un soleil huileux. Les nouvelles du monde n'étaient pas pires que d'habitude. Après tout, quand Attila avait débarqué avec les Huns sur les rives de Loire, la situation n'avait pas dû être plus enviable qu'aujourd'hui. À Ardentes, l'Indre coulait lentement, puissante, tachetée de feuilles d'or. L'automne commençait à couvrir les rivières de motifs léopards. La contemplation du courant me traversait de souvenirs paisibles. Les rivières ont-elles la nostalgie de leurs sources? Je trouvai un bar en sortant du village, où je demandai mon bouillon. « Vous allez où ?» dit la patronne. « À Châteauroux, à pied. »« C'est loin, ne prenez pas de viandox, cela endort. »« Quoi alors ?»« Une bière. »« Pas le droit, dis-je, la médecine. » Et je pensais que j'aurais bien aimé me jeter quelques verres de vin blanc pour sentir grandir en moi un vide amical. Je me serais appuyé au zinc, et j'aurais regardé mes pensées prendre corps et devenir des petits personnages de carnaval. J'aurais conversé avec mes voisins de comptoir, ils seraient devenus mes frères de sang, puisque notre sang aurait été irrigué des mêmes composants. L'eau minérale et le viandox me privaient de cette fraternité. L'un des buveurs voulut bien me donner un conseil, malgré tout. « Buvez quand même et prenez l'autobus.